Si je vais finir seule avec mes chats, si c'est mon choix. Demander à Dieu, à l'univers, je sais pas comment vous voulez l'appeler, de tenir loin de moi les hommes. Je reçois plein de commentaires où on me demande comment j'ai fait pour divorcer. Ça me dégoûte tellement les mecs qui font la salle des courses. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Il y a tellement d'hommes pas sérieux aujourd'hui, il y a tellement de crocodiles, il y a tellement de charros, il y a tellement d'hommes mariés qui se disent célibataires, de mecs pas sérieux, de mecs qui trompent leurs femmes, de vicieux, de... Flemme. Franchement, flemme, et j'ai pas du tout envie de me mettre dans ça. Donc je préfère rester seule. On me dit oui, tu vas pas finir seule avec tes chats? Si, je vais finir seule avec mes chats, si, c'est mon choix. Et franchement, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver, de finir seule avec mes chats. Au moins, mes chats, ils me cassent pas la tête, ils m'apportent de l'amour, ils sont là, et ils saoulent pas, c'est parfait, ça me convient parfaitement. Voilà. Parce que franchement, tous ces mecs qui te vendent du rêve au début, et au final... tu vois au fur et à mesure de la relation que tout ce qu'ils disaient, c'est complètement faux. J'ai pas besoin de ça dans ma vie en fait. Non. Je me débrouille toute seule, j'ai pas besoin d'homme. Un homme pour moi c'est un plus, sauf que non. Là pour moi c'est du moins. Ou alors j'ai choisi mal, ou alors j'ai pas de chance et je tombe que sur des mauvais mecs. Les hommes qui disent par exemple en commentaire, t'es mignonne, je comprends pas pourquoi t'es célibataire et tout. On me l'a déjà dit. C'est un choix, en fait. On est tellement entouré de crocodiles qu'on préfère rester la tête hors de l'eau, regarder. On atteint ici le sommet de la victimisation par anticipation. Cette femme ne se contente pas de rejeter les hommes, elle érige sa propre flemme en vertu morale pour masquer son incapacité à naviguer dans le monde réel. En se réfugiant derrière l'image cliché de la femme au chat, elle avoue implicitement qu'elle préfère la soumission d'un animal domestique à la complexité d'une relation humaine qui exige des efforts, des compromis et une colonne vertébrale. C'est le discours typique de la défaite déguisée en émancipation. Elle traite les hommes de crocodiles et de charros pour justifier son retrait, mais la vérité est plus simple. Elle a abandonné la partie. Dire qu'un homme est une charge en plus révèle une vision purement comptable et égoïste de l'existence, où l'autre n'est toléré que s'il sert de faire-valoir ou de fournisseur de services. En choisissant la solitude, elle ne garde pas la tête hors de l'eau, elle s'enferme dans une bulle de confort stérile où son ego ne sera jamais contredit. C'est le naufrage d'une génération qui préfère ronronner dans le vide plutôt que d'affronter les défis de la maturité. Vous savez, depuis que je suis célibataire, j'ai demandé à Dieu, à l'univers, je sais pas comment vous voulez l'appeler, de tenir loin de moi les hommes qui ne me correspondent pas, ou des hommes qui auraient des mauvaises intentions, enfin bref, les hommes qui ne sont pas bons pour moi. Je sais pas si ça marche super bien, ou si vraiment j'ai un problème. Parce que, vraiment, littéralement, ça fait 6 ans que je suis célibataire. Alors qu'il y a des meufs, elles trouvent des mecs en 2 secondes, Mais comment vous faites ? Moi, le problème, c'est que je peux pas me trahir. Je peux pas être une personne différente en fonction de la personne en face de moi. J'ai essayé, mais la vérité revient au galop. je peux pas. Le fait que, du coup, je sois 100% moi-même, ça écarte toutes les personnes qui ne peuvent pas assumer ma personnalité, sont automatiquement éloignées de moi. Clairement. Après, dans un sens, c'est très bien, mais... il faut croire qu'il n'y a pas énormément d'hommes très très bien sur cette planète. Voilà. Et de femmes aussi, hein, mais surtout d'hommes. Je connais beaucoup de femmes qui sont quand même très bien. Les hommes, un peu moins. Mais en tout cas, merci Dieu, ça a très très bien marché. Hein. On assiste ici à une forme de narcissisme spirituel assez fascinante. Cette femme a demandé à l'univers d'éloigner les mauvais hommes, et comme elle est célibataire depuis 6 ans, elle en conclut que l'univers a fait un travail exceptionnel. Pour elle, son isolement n'est pas le signe d'un problème de remise en question, mais la preuve de sa propre perfection. Si les hommes ne restent pas, c'est pas parce qu'elle est invivable, c'est parce qu'ils ne peuvent pas assumer sa personnalité. C'est le piège de l'authenticité radicale. Je suis 100% moi-même, donc si tu pars, c'est que tu es trop faible. Elle finit par décréter qu'il n'y a plus d'hommes bien sur cette planète, tout en s'auto-congratulant d'être une femme très bien. En réalité,
Elle a transformé son incapacité à s'adapter et à construire un compromis en une victoire mystique. À force de demander à l'univers de faire le tri à sa place, elle a fini par vider sa vie de toute altérité. La vérité est sans doute plus simple, l'univers ne l'isole pas des autres, il la laisse simplement face au seul miroir qu'elle accepte de regarder le sien. Je reçois plein de commentaires où on me demande comment j'ai fait pour divorcer, si c'était pas trop dur toute seule avec mon enfant. J'ai divorcé justement pour mon enfant, pour le mettre en sécurité et qu'il grandisse sans traumatisme. Je vais pas vous mentir, c'était dur. Moi, il m'a laissé avec une facture de gaz à plus de 1 000 €. À la fin, ils nous ont coupé l'eau chaude. Quand on a divorcé, il était plus là. J'avais plus d'eau chaude, j'avais plus de chauffage, c'était l'hiver. Avec un bébé, c'était dur. J'ai dû payer la facture de plus de 1 000 €. J'ai dû m'acheter une nouvelle voiture. J'ai dû payer l'arrivée du bébé, c'est moi qui ai tout payé. La poussette, les vêtements, tous les couches, tout. Les filles, c'était dur. C'était dur financièrement. Je venais de quitter mon CDI. Mes économies étaient en partie dans le loyer, tous les trucs, bref. Il y a des mois, je mangeais même pas de viande, les filles. Je ne mangeais même pas de viande. Je comptais les pièces pour acheter une boîte de lait à mon fils. Mais les filles, je ne regrette pour rien au monde. J'ai toujours su lever mes manches. J'ai levé mes manches. J'ai trouvé un nouveau travail. Alhamdoulilah, je m'en suis sortie. J'ai avancé. Même si c'est tout doucement, mais j'ai avancé, les filles. Aujourd'hui, mon fils, il grandit dans un environnement sain. Il sait pas c'est quoi les cris. Il sait pas c'est quoi les disputes. Il sait pas c'est quoi de voir des meubles cassés, vous voyez. Il grandit dans un environnement sain. C'était impossible pour moi que mon fils, il soit traumatisé de la vie par ça, en fait. Donc bref, les filles, faut pas avoir peur. Levez vos manches, pensez à vos enfants et dites-vous qu'il y a un bon Dieu au-dessus de votre tête, tout simplement. Derrière ce récit présenté comme une victoire personnelle se cache le portrait classique du chaos sentimental moderne. Un couple qui explose, un enfant au milieu et une femme qui doit assumer seule ce que le père n'a jamais porté. Elle raconte son divorce comme une épreuve de courage, et c'en est une, mais c'est surtout la preuve d'une réalité que beaucoup refusent d'affronter. Quand la relation est mal choisie dès le départ, c'est toujours l'homme qui part et la femme qui paie. Financièrement, émotionnellement, logistiquement, elle a dû couvrir les dettes, payer les factures, acheter la voiture, la poussette, les couches, pendant que lui disparaissait en laissant derrière lui un hiver sans chauffage. Voilà le résultat des unions construites sur l'instinct, la précipitation ou le déni. Au moment où il faut être un père, il n'y a plus personne. Et elle découvre seule ce que représente réellement la charge mentale, la charge financière et la charge éducative. Le plus amer, elle conclut, en encourageant les femmes, à relever leurs manches, mais jamais à mieux choisir les hommes avant de concevoir un enfant. Car la vérité brutale, c'est que ce type d'histoire ne tombe pas du ciel. Il y avait des signes avant, des comportements, des red flags ignorés. Le prix de l'amour mal dirigé, ce sont des nuits froides, des dettes et un enfant à protéger. Et dans ce marché, la responsabilité finit toujours par se payer tôt ou tard. Là, je suis à Bali, j'ai décidé de m'inscrire dans une salle de sport. Ok, jusque-là, tout va bien. Donc du coup, je voulais pas une salle de sport juste où il y a de la muscu et tout, je voulais un vrai truc sympa. Donc du coup, j'ai pris une très grande salle de sport où il y a spa, hammam, sauna, yoga, pilates, il y a tout à l'intérieur. La salle, elle est trop bien, ok. Hier, je me rends dans cette salle de sport pour voir un peu comment c'est en vrai, parce que moi, j'ai vu que sur internet. Donc du coup, je voulais voir en vrai. La salle, elle est incroyable. L'endroit, il est juste magnifique. Sauf que dedans, on n'en parle pas, genre des mecs qui à l'intérieur, des canons. Vraiment, ils sont trop beaux. C'est des Australiens, des Américains. Donc du coup, le style, la vibe, ils sont trop beaux. Moi, j'ai failli vomir. Okay. J'ai failli vomir. Ça me dégoûte tellement. Ça me dégoûte tellement, les mecs qui vont à la salle de sport. C'est tellement un truc pour les meufs. Pourquoi tu vas dans une salle de sport où il y a un sauna? Pourquoi tu vas dans une salle de sport où tu peux faire des massages? Pourquoi tu vas juste à la salle de sport pour pousser? C'est tellement des mecs qui n'ont pas d'argent, ceux qui vont à la salle de sport pour pousser. Un mec, c'est où il va faire de la boxe, ou il va pas à la salle de sport. C'est tellement écœurant, un mec qui va à la salle de sport comme ça. Il fait les trucs comme ça, là. Les cordes comme ça. Il pousse, il fait des squats et tout. Ah, c'est gênant. Ça me dégoûte. Genre, où tu vas faire de la boxe, où t'arrêtes de gaver. Même le foot, c'est trop gênant. Le foot, si tu vas pas devenir footballeur professionnel, mais tu fais pas de foot, tu vois. Ah. Ils m'ont dégoûté. Ils sont beaux, hein, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. Ça se voit qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ont trop de temps pour avoir de l'argent. Trop. On atteint un niveau de mépris tellement caricatural qu'il devient révélateur. Cette fille ne décrit pas les hommes, elle décrit son rapport complètement tordu au monde. Elle arrive à Bali, choisit une salle de sport de luxe, spa, sauna, pilates, bref, un resort Instagram, et soudain, elle découvre que des hommes y font du sport.
Et ça la dégoûte. Pas parce qu'ils sont sales, agressifs ou irrespectueux. Non, parce qu'ils s'entraînent. Parce qu'ils tirent des câbles, font des squats, prennent soin de leur corps. Dans son esprit, un homme n'a pas le droit d'avoir une routine, une discipline, une hygiène de vie. Si un mec pousse, c'est embarrassant. S'il ne pousse pas, c'est un fauché. Quoi qu'il fasse, il est dans le tort. Ce qui ressort surtout, c'est son obsession du statut. Elle ne voit pas des hommes. Elle voit des portefeuilles potentiels qu'elle juge sans argent, sans valeur, juste parce qu'ils s'entraînent dans un lieu qu'elle a elle-même choisi. Elle veut le décor, pas la réalité. Elle veut le spa, pas les sportifs. Elle veut des gars trop beaux, mais vomis dès qu'ils existent en dehors de sa fantaisie. Le plus ironique, elle est entourée d'hommes qui font exactement ce que les femmes répètent depuis 10 ans. Prendre soin de soi, aller au sport, se développer. Mais comme ils ne sont pas là pour la servir, elle appelle ça dégoûtant. Ce n'est pas les hommes qui la dérangent, c'est le fait qu'ils ne la regardent pas. Comment je mourrais pour les beaux garçons avant. C'est même pas pour me la péter. Moi, j'ai jamais parlé à un moche garçon. Jamais. J'ai jamais traîné avec un moche garçon même. Que ce soit mes amis ou... J'aime pas avoir les vilaines personnes autour de moi. Je n'aime pas. Donc, dans mon entourage, tout le monde est joli. Encore plus les gens que j'ai eu à fréquenter. Comment je mourrais pour les jolis garçons. Mais depuis que j'ai grandi, depuis que j'ai des standards, depuis que je sais ce que je veux et je suis sûre de ce que je mérite, faut voir les profils que je jette. Faut voir les profils que je jette. Faut voir les profils que je méprise. Et une fois, je parlais à un gars, c'était vraiment mon idéal physique. Gars de taille, genre 1m92. Sénégalais. J'aime pas trop les garçons noirs de base. Mais lui, il était noir. Donc quand je dis sénégalais plus noir, vous voyez un peu. En plus de ça, grand détail. Étude d'ingénierie. Donc c'est quelqu'un qui, dans le futur, sera foutu. Comment je l'ai jeté, juste parce que j'ai proposé à ce qu'on se voit, parce que oui, ça faisait 3 jours qu'on parlait, et moi au bout de 3 jours, tu ne me proposes rien, mon gars. Soit on arrête de se parler, parce qu'on n'est pas des robots, on n'a qu'à se voir, on n'a qu'à... Je parle à un animal, je parle à un chien, je veux voir. Du coup, quand il ne propose pas, s'il me plaît vraiment trop, je propose. Donc là, j'ai proposé, et le gars, il m'a sorti quoi? Ah, tu m'invites? Maîtresse vénérée. Maîtresse vénérée, réponse, c'est toi. Et j'ai eu un dégoût. Un dégoût. Je pouvais pas. Je pouvais pas. Je ne pouvais pas. C'est quoi ça? Bon, maintenant, on va vous attaquer, les filles. Parce que oui, il y a beaucoup d'hommes qui font 50-50, ou qui ne payent pas, ou qui veulent michto, ou que ceci, il n'y a pas de souci. Mais il y a beaucoup de femmes qui acceptent ça, surtout. Pourquoi vous acceptez ça? Si vous acceptez ça des hommes, c'est normal que certains hommes vont vouloir en profiter. Oui, parce qu'il y a certaines femmes qui vont se donner, écarter comme ça, sans même qu'on leur paye une frite. Le problème, c'est pas qu'on vous paye. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous vous estimez pas. Faut connaître votre valeur, en fait. C'est pas une question d'argent. C'est pas ça le problème. C'est une question de valeur. En face, vous devez avoir de vrais hommes. Et si quelqu'un ne veut pas vous payer, en fait, on revient toujours à l'argent, mais c'est pas l'argent le problème, c'est le principe. On assiste ici à une vision du monde où l'homme se réduit lui-même à son compte en banque pour exister. Ce discours prétend défendre la dignité féminine, mais il révèle surtout une logique de soumission financière. Pour lui, un homme ne vaut que ce qu'il dépense et une femme ne se respecte que si elle se fait entretenir. Il enrobe cela de grands mots comme principe ou valeur, mais la mécanique est purement transactionnelle. Si l'homme ne sort pas la carte bancaire, il est disqualifié de sa propre virilité. Le plus révélateur, c'est sa façon de culpabiliser les femmes qui acceptent la normalité. Pour lui, si un homme ne paie pas, ce n'est pas une question d'égalité. C'est parce que la femme ne connaît pas sa valeur. Il transforme la rencontre en marché et les femmes en produits de luxe mal étiquetés. Pour lui, une femme qui partage l'addition se dévalorise. Cette mentalité n'a rien à voir avec le respect, c'est une vision archaïque et consumériste où l'homme est un distributeur automatique et la femme un service premium à débloquer. La vérité, c'est que ce genre de discours n'élève personne. Il réduit les hommes à leur utilité financière
et les femmes à leur coût d'entretien. Quand il parle de principe, c'est juste une façon élégante de dire qu'il mesure la qualité d'une relation au montant du ticket de caisse. Story time du jour où je me suis rendu compte que le mec que je fréquente depuis 2 ans se tape des collègues à moi et en plus de ça, il nous avait donné 3 prénoms différents. C'était il y a à peu près 10 ans, un peu moins de 10 ans. Et en fait, je prenais le bus pour aller au lycée. J'allais passer le bac et je tombe sur un chauffeur de bus. En fait, mon style à mort. Chabin, loxé, tatouage, tout ce qu'il faut là où il faut, le coup de foudre sur place. Donc, je descends au terminus et là, bien évidemment, un Antillais, un Algérien guadeloupéen. Un Antillais, il commence à me draguer, etc. Il me dit, ouais, t'es monté dans le bus, tu m'as pas dit bonjour, patati patata, tout ça, tout ça. Je dis, ouais, désolé, j'ai pas fait attention. J'avais pas envie de lui dire, mais chérie, j'ai été tellement obnubilée par ta beauté que j'en ai perdu tous mes moyens. Je voulais pas dire ça. Et du coup, je dis, ouais, bah, désolé, j'ai pas fait exprès et tout. Et là, il me dit, bah, écoute, franchement, t'es trop mignonne. J'aimerais bien qu'on reste en contact et tout. J'aimerais bien que tu me laisses ton numéro de téléphone. Est-ce que ça te dérange qu'on reste en contact? Je dis, bah, pas du tout. Donc, du coup, je laisse mon numéro de téléphone. Et depuis ce jour, on parle tout le temps, lui et moi. Donc, on discute, etc. Et je me rends compte que après quelques semaines, si c'est peut-être pas 1 ou 2 mois de fréquentation, que on se parle seulement dans la journée et le soir jusqu'à ce qu'il ait terminé vers 23h minuit le bus. Quand il rentre chez lui, sur la route, on parle, mais à partir du moment où il a passé le pas de sa porte, je n'ai plus de nouvelles jusqu'au lendemain matin quand il est dans le bus. Et je m'étais fait cette réflexion, mais après je me suis dit, bon, ma chérie, le mec il conduit les bus toute la journée et tout, il est fatigué, c'est normal, quand il rentre chez lui, peut-être qu'il a pas envie d'être sur son portable, surtout que vous êtes en début de fréquentation, le mec il a qu'une envie, c'est rentrer, se doucher, aller se coucher. Donc moi, j'essayais de pas trop me prendre la tête. Et là, je constate aussi également que quand il me propose de me voir, c'est toujours le soir. Puis je dis, bon, c'est un peu bizarre. Après, je me suis dit, bon, peut-être qu'il habite pas à côté aussi. Donc, c'est plus pratique pour lui de me voir le soir quand il a fini après sa ligne de bus. Parce que sa ligne de bus passe en bas de chez moi. J'ai trouvé toutes les excuses possibles et imaginables à ce gars. Et là, ça fait quelques mois, du coup, qu'on commence à se fréquenter et tout. Ben, moi, je l'apprécie. Je commence à développer des sentiments. Et du coup, je lui demande ce qu'il en est, du coup, de nous. Qu'est-ce que ça va devenir? Là, le mec me sort la bullshit ultime de ça tombe bien du coup qu'on en parle, j'osais pas te le dire parce que franchement tu me plais beaucoup et moi aussi je développe des sentiments pour toi, mais sache que toi et moi ça sera jamais sérieux parce que j'ai un cancer du cerveau de stade 4 ou de stade il me dit qu'il a un cancer du cerveau en stade terminal et qu'il va bientôt mourir. Donc du coup, qu'il n'a pas envie de se mettre en couple sérieusement avec une meuf, fonder une famille, etc. Parce qu'il n'a pas envie que la meuf soit en souffrance, que l'enfant soit en souffrance et tout le jour où il décède. Je rigole parce que je me dis, mais maintenant, j'ai de l'expérience et j'ai 26 ans aujourd'hui. Je me dis, mais c'est une dinguerie que t'aies cru à ça. Donc, du coup, moi, je suis restée posée sur ça. Je l'ai cru parce que pour moi, tu peux pas mentir sur la maladie. Surtout quelque chose comme ça, je me dis, tu peux pas mentir sur la maladie, c'est pas possible. Donc, je l'ai cru. Donc, on s'est fréquenté, mais ça n'a jamais été sérieux. Faut savoir qu'on s'est fréquenté pendant 2 ans en assuré. C'est-à-dire que pendant 2 mois, on est non-stop ensemble, on s'appelle, il vient me voir, on se fréquente et tout. Pendant 1 mois et demi, 2 mois, pas de nouvelles, pas de son. Je l'appelle, j'envoie des messages, il répond pas. Et il revient, il me dit oui, désolé, j'étais à l'hôpital, je faisais mes soins, j'allais pas bien. C'était crédible, quoi. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il était alité, qu'il s'est fait opérer, etc. C'était crédible. Et toujours, je disais, mais dis-moi, comme ça, je viens te voir, je m'occupe de toi, je te lave tes vêtements, je te fais à manger, je te fais des trucs, dis-moi et tout, si tu veux que j'aille chez toi et tout. Non, t'inquiète, j'ai ma mère et tout, patati patata. Ok. Donc, ça a toujours été comme ça et je l'ai toujours cru. Après, j'ai eu mon bac et j'ai travaillé directement après mon bac, j'ai travaillé à l'aéroport d'Orly. À l'aéroport d'Orly, du coup, je le croise sur la ligne de bus et tout parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. Il m'avait pas dit qu'il était sorti de l'hôpital, j'avais pas de nouvelles, donc je l'avais croisé comme ça dans le bus. J'étais très en colère parce que je me suis dit, bah ça fait genre 3-4 mois que j'ai pas de nouvelles de toi et je vois que a priori tu vas quand même physiquement bien, donc pourquoi j'ai pas de nouvelles? Donc voilà, on a renoué, on a recommencé à se parler, il m'a reparlé de sa maladie, j'ai compris.
Là, au bout d'un moment, je vais pas trop rentrer dans les détails. On s'est vraiment pris la tête parce que moi, j'étais amoureuse. Je commençais vraiment à avoir des sentiments et je me voyais faire ma vie avec cette personne, peu importe qu'elle ait un cancer ou non, c'est pas grave. Profitons, enjoy le peu de temps que le Seigneur va te donner, mon chéri. C'est pas grave. Je t'aime, j'ai amoureuse de toi, chéri. Je veux être avec toi. Laisse-moi être avec toi, pitié. Carrément, j'étais en train de quémander pour être avec le mec, quoi. Donc ça m'avait saoulée, j'ai dit bah tu sais quoi, laisse tomber, comme je vois que tu veux pas te poser, moi je commence à tomber amoureuse, si je suis même pas déjà amoureuse, donc laisse tomber, moi je préfère me préserver, on prend nos distances, on arrête de se parler, donc c'est ça qui est resté posé. Mais comme je dis, c'est le chauffeur de bus de la ligne en bas de chez moi pour m'emmener à l'aéroport et il y en a qu'une seule. Donc dans une discussion avec une collègue, je dis à ma collègue oui, est-ce que tu connais pas une autre ligne de bus de chez moi jusqu'à l'aéroport ou un autre chemin pour me permettre de venir parce qu'en fait j'ai mon ex qui est sur cette ligne de bus et pas de bol, je le croise tout le temps, je n'en peux plus, je veux plus le voir et tout, j'aimerais faire un autre chemin pour venir au travail. Ma collègue, elle me dit quoi? Elle me dit, mais, ah ouais, c'est qui ton ex et tout? Je dis, ouais, mais il travaille sur la ligne de bus et tout, qui est au lycée, tout ça, tout ça. Elle me dit, mais il ressemble à quoi? Je dis, bah, je pense que tu dois pas faire attention. C'est un chabin, loxé, il a toujours des lunettes de soleil, des tatouages et tout. Elle me dit, mais ça me dit un truc, hein. Je dis, ouais, bah, il a toujours une serviette carte de la Guadeloupe et tout sur son siège. Elle me dit, putain, mais tu me décris grave mon mec. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, ah bon? J'ai dit, t'as pas une photo? Elle me dit, ah non, mais il est pas très photo et tout. Pareil, moi, j'avais pas de photo de lui parce qu'il était pas photo, donc pas de WhatsApp, pas de réseaux sociaux, rien. Juste son numéro de téléphone et puis c'est tout. Je dis, ah, ok, d'accord. Mais en fait, on s'est dit, il y avait trop de ressemblances, trop de similitudes. Et là, elle prend son téléphone, on regarde, je prends mon téléphone, on compare les numéros, le même numéro. Mais, pour moi, il s'appelle Alex. Pour elle, il s'appelle Aziz. Parce que je tiens à préciser, je sais pas si je l'ai dit, c'était un Algérien guadeloupéen. Ah, première fois. On est au bout du rouleau. Au bout du rouleau. Là, il y a une deuxième collègue qui arrive. Elle voit notre tête, donc on lui explique l'histoire, qu'on vient de se rendre compte qu'on est en train de fréquenter le même mec et tout. Et là, elle dit, ah bon, sérieux? Donc on lui explique, le mec, il ressemble à ça, il ressemble à ça, il ressemble à ça. Elle dit, bah purée, ça me dit un truc, hein. On dirait grave mon mec. Je dis, non, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Elle dit, vous avez des photos? On dit, non, on n'a pas de photos. Elle nous sort la photo, c'est le mec. On dit, mais ah bon? Elle dit, mais en même temps, ça peut pas être mon mec parce que vous me dites que il s'appelle Aziz, alors que moi, il s'appelle Alexandre. Le temps qu'on fasse le tour, qu'on parle de ça à 2-3 collègues dans des trucs et tout, ils se tapaient 4, 5, 6 meufs de l'aéroport. En même temps, on avait tout un prénom différent. Le fils de pute. Voilà, story time. Je suis pas trop rentrée dans les détails et tout, mais faites très attention à vous. Et sachez, petite précision, si vous êtes du côté du 91-94 sur la ligne de bus Keolis et qui est un chabin loxé, qui a des prénoms à consonance arabe ou antillais qui commence par un A, qui a une carte de la Guadeloupe sur son siège, ne parlez pas avec lui, c'est un fils de pute. Et en plus, il y a un petit kiki. C'est la réalité brutale du marché de la séduction où l'empathie féminine est utilisée comme une arme contre elle-même. Elle a passé 2 ans à trouver des excuses à un homme qui ne lui répondait que par intermittence, persuadée de vivre une tragédie romantique alors qu'elle n'était qu'une ligne de plus sur son tableau de chasse. La chute est totale. En comparant leurs numéros à la pause café, 6 collègues réalisent qu'elles partagent le même homme, le même numéro, mais pas le même prénom. Ce n'est pas seulement de l'infidélité, c'est une entreprise de fraude émotionnelle à grande échelle. La leçon est simple. Quand un homme multiplie les zones d'ombre et les excuses médicales pour justifier son absence, ce n'est pas un hôpital qu'il cache, c'est une autre vie. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.